Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus et moi non plus. Alors, tu nous rejoins. Bon, t'es qui toi ? Salut, moi je m'appelle Marina et je suis à Montréal depuis 1 an. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de Personne, personne nous a demandé notre avis sur les créateurs de contenu et créatrices qui nous font kiffer, mais on va le donner quand même. Petit tour d'horizon des créateurs et créatrices de contenu un peu fous, inspirants, qui nous font réfléchir ou juste rire. Ils n'ont pas besoin de notre lumière, mais on va leur en donner quand même. Moi, je vais surtout parler de mon côté de créateurs, créatrices de contenu, mais qui ont été actifs au moins sur les 6 derniers mois. Donc ça, c'est plus des personnes actives. Est-ce qu'il y a une personne sur un sujet, un domaine avec le ou laquelle tu aimerais commencer ? Il y en a une que je suis depuis pas très longtemps, parce qu'elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça non plus, et que je recommande fortement, c'est Anaïs Lenard, qui est une jeune Française qui a fait des études de droit et qui a fait son master aux États-Unis, qui a passé 3 fois le barreau et qui est devenue avocate en Californie. Et qui, elle, est une grande passionnée de la création de contenu. Elle en faisait déjà un peu sur les réseaux quand elle était encore aux études. En fait, elle a un peu lâché toute sa vie à Los Angeles, alors qu'elle gagnait bien sa vie, elle était dans un super cabinet, etc. Et elle est revenue en France et maintenant elle consacre sa vie totalement à la création de contenu, tout en mettant le juridique au centre de ses vidéos. Et c'est hyper intéressant et je vous la recommande 1000 fois. Parce qu'elle prend des sujets qui sont vachement d'actualité, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, et elle le vulgarise un peu avec un vocabulaire qui est compréhensible par le grand public, et elle explique en fait de A à Z les faits. Elle est vraiment dans le factuel sans prendre parti, et c'est ça qui est hyper intéressant. Le montage des vidéos est vraiment super cool. Donc je vous recommande vraiment parce qu'elle fait vraiment un travail de recherche très approfondi, elle se renseigne sur tous les sujets, elle se documente énormément, elle suit les procès, c'est hyper intéressant et c'est, je trouve, une des rares créatrices de contenu que je suis, parce que justement moi alors je sais pas toi, mais moi j'ai un avis assez prononcé sur les créateurs de contenu, tout ce qui est influenceurs, tout ça, parce que plus je grandis, vieillis et plus j'ai du mal. Alors, j'ai jamais suivi beaucoup de créateurs de contenu, ça a toujours été minime sur mes réseaux sociaux. Tu vois, les derniers créateurs et créatrices de contenu que je pouvais suivre, maintenant j'en suis lassée parce que je trouve plus d'intérêt, parce que je trouve que c'est vraiment montrer sa vie pour montrer sa vie, qu'il y a moins de spontanéité dans ça. Donc j'ai beaucoup de mal, et quand tu regardes mes réseaux d'ailleurs, il y en a presque plus, tu vois. C'est plus des personnalités type les gens dans le milieu du cinéma, dans l'industrie que je suis, plus que des créateurs et créatrices de contenu. Mais elle, pour le coup, je trouve qu'elle a vraiment un contenu pertinent, comme pareil Hugo Décrypte, tu vois. Je pense que c'est les deux que je suis, et finalement c'est 2 personnalités qui travaillent et mettent en avant l'actualité. Je pense que je suis plus attirée justement par la création de contenu qui ont une vraie pertinence et pour lequel je ne vais pas perdre de temps, que par la création de contenu, mais qui va pas m'apporter tant que ça, tu vois. Moi je comprends, je pense qu'on est un peu du même avis. C'était pas trop le côté influenceur dans les personnes que j'avais en tête. Il y a des personnes que j'aimais bien sur Twitter, d'autres sur Insta, d'autres sur YouTube ou Spotify, mais pas forcément influenceurs. C'est vraiment des personnes qui créent quelque chose, puis toi du coup, la personne dont tu viens de nous parler, elle crée des vidéos juridiques. Il y a la rédaction de Écran Large, journal web en France, qui avait créé un podcast qui s'appelle La Réu. Et ce que je trouve intéressant avec celui-ci, c'est qu'en fait, c'est l'entre-deux. Normalement, eux, c'est des journalistes. Mais comme ils ont fait ce podcast-là, je peux les inclure dans le côté créateur de contenu parce que ils font aussi des vidéos sur YouTube, mais c'est pas du journalisme, on va dire, trop institutionnel comme des fois pourraient le penser d'autres personnes, comme des choses sur Première ou autres. C'est quand même plus moderne. Et surtout, ce podcast-là, là où je le trouve intéressant, c'est qu'en fait, il s'appelle La Réu, mais parce que ils le prennent comme si toi, spectateur, ou en tout cas là, auditeur, tu assistes à une de leurs réunions. Donc ils vont pas te parler directement, puis c'est travaillé. Mais par exemple, ils vont dire à la fin de chaque épisode, on aurait dû faire un podcast de ce dont on vient de parler, c'est dommage, les gens auraient sûrement pu s'abonner après, etc. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu conscient que je trouve ça sympa. Sur les thèmes, c'est pas juste, on prend le film qui est sorti, on l'analyse et basta. C'est plus sur des explications que des analyses, parce qu'après, les critiques, ils les font déjà sur leur site web, donc en fait, il n'y a pas besoin de faire une redite. Mais c'est plus, ils vont réussir à bien créer un contexte à chaque épisode, en expliquant par exemple les aléas subis par ce film, par ce studio. Puis des fois, ils font aussi des séries d'épisodes sur une même thématique. Par exemple, ils en ont fait une sur la critique de films, la toxicité des fans, etc. Il y en a d'autres, des fois, s'ils parlent de la saga X-Men, ça va être en plusieurs parties également.
Les thèmes sont assez larges. Je disais justement la toxicité des fans de cinéma. Ça va aussi à la raison du pourquoi Netflix a annulé certaines séries ou encore au bid succès de l'année. Mais je trouve qu'il y a un côté intéressant dans le sens où ils savent jongler entre anecdotes croustillantes et analyse pointue. Pas tant sur la qualité du film, même si c'est le cas aussi, mais plus sur les éléments de contexte, certains chiffres. Et c'est ça que tu vas plus avoir du mal aussi à retrouver tout simplement sur Internet, tout en gardant le côté professionnel d'un journaliste dans la véracité de leurs propos, mais aussi un ton plus léger et détendu, puisqu'ils sont moins restreints que sur un article sur le web. J'aime bien cet équilibre-là entre les deux. Je sais pas si on peut appeler ça un créateur de contenu. Ça reste un créateur de contenu parce qu'il est sur YouTube, ce que j'aime beaucoup. Ils ont quand même des extraits de leurs vidéos sur les réseaux sociaux. C'est Légende, qui est tenu par Guillaume Play. Et j'aime beaucoup parce que en fait tous les invités qui font venir, c'est des gens qui n'ont rien à voir les uns avec des autres. Des gens qui ont un métier très spécifique ou qui ont une histoire assez incroyable à raconter. Et j'aime bien, c'est des vidéos qui sont assez longues, qui peuvent durer entre 1h30 voire 2 heures, mais qui sont tellement intéressantes. Ils font venir des psys qui racontent des trucs qu'ils ont vécu. Ils ont notamment fait venir un médecin légiste qui s'appelle Philippe Boxo et qui a fait plusieurs vidéos justement avec les gens, parce que les gens sont hyper intéressés par toutes les histoires qu'ils racontent, toutes les anecdotes et même sur le métier même de la médecine légale, et c'est super intéressant. Je recommande aussi fortement ce créateur de contenu là, Guillaume Play. Mais via sa chaîne Légende. Via sa chaîne Légende. Mais j'en suis pas beaucoup, mais ceux que je suis, c'est vraiment très précis. Autre chaîne YouTube, autre créateur de contenu que je recommande, c'est Gabriel et Corentin, que je suis depuis une dizaine d'années, qui sont 2 jeunes Français et qui font des vidéos d'urbex. Et ce qui est cool, c'est que pour le coup, eux, je les ai vraiment vus évoluer parce que je les ai suivis depuis peut-être 2015-2016, je les suis. J'ai vraiment vu leur évolution de la création de contenu qu'ils font et le contenu même des vidéos d'urbex. Parce que bien évidemment, avant, ils faisaient que en France. Maintenant, ils sont sponsorisés et ils partent à l'étranger. Donc ils ont été en Espagne, ils ont été aux États-Unis, ils ont été en Chine, ils ont fait vraiment plein de pays. Et donc ils font des vidéos d'urbex, de lieux assez emblématiques et assez incroyables. Ce que j'aime bien dans leurs vidéos, c'est qu'ils montrent les lieux qu'ils visitent, mais il y a ce moment-là où ils intègrent en fait des vidéos, enfin des moments face cam où ils racontent aussi des anecdotes. Ils viennent enrichir leurs vidéos avec des anecdotes qu'ils n'ont pas racontées quand ils étaient en train de filmer. Et c'est super intéressant. Même aussi des vidéos, pas sur forcément des lieux qu'ils ont visités, mais sur des lieux abandonnés assez emblématiques comme la Macbarge. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube qui est assez folle. Je pense que je l'ai vue une dizaine de fois. Leurs vidéos sont vraiment chouettes, donc je recommande aussi beaucoup ces créateurs de contenu, Gabriel et Corentin. Gabriel et Corentin. Ouais. Ça marche. Je sais pas si tu connais Nesrine Slaoui. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, notamment sur Insta, même si elle avait, je pense, un podcast ou une chaîne YouTube, mais c'est plus Insta. J'aime beaucoup sa capacité justement à mêler critique sociale. Elle prend vraiment le temps d'écrire les choses avec du recul, avec des détails, avec des faits, des sujets différents et qui sont peu mis en avant, comme l'arabisogynie. Par exemple, c'est le fait d'être misogyne, mais envers des femmes d'origine arabe, ouais. Comme c'est le cas pour elle par exemple. Donc il y a ça, puis même d'autres sujets politiques, soit politiques françaises, extérieures. Elle a toujours une bonne justesse dans ses mots, elle s'exprime bien en plus, ses contenus sont hyper facilement regardables, écoutables. Elle fait même des interventions sur Arte, sur d'autres médias, etc., à la radio. C'est ça, j'ai pas une thématique spécifique à recommander par rapport à elle, mais au global, tout ce dont elle parle, c'est vraiment top. Elle a même écrit plein de livres. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Trop cool. Merci pour cette recommandation. Ouais, on a un peu tout, actualité, urbex. Ouais, puis il y en a un autre dont je suis client, mais très occasionnellement. C'est un gars qui s'appelle Basti UI. Je regarde pas trop le gars, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ou autre, mais j'aime bien parce que il poste, j'imagine, des rediffusions de live qu'il fait sur Twitch, sur YouTube, liés à certains sujets. Comme lui, c'est un graphic designer, mais centré sur le UI, donc tout ce qui est interface. Dès qu'il y a une marque qui va faire un nouveau branding, ou alors qui va refaire son site internet, toutes ces choses-là, une application mobile, il va le regarder, il va un peu l'analyser, donc tu peux être d'accord ou pas. Et moi, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup, notamment quand aujourd'hui, à l'ère moderne, t'as beaucoup de marques, des marques de luxe, qui prennent tout
tous un peu la même typo, le même type de police pour refaire leur marque, ou même des marques comme Decathlon qui ont changé récemment leur logo, leur couleur, et même des fois des marques comme la SNCF qui refont leur site web, du coup il va là-dessus, une nouvelle mise à jour de Apple, donc tout ne m'intéresse pas autant les uns que les autres, mais j'aime beaucoup regarder ça parce que ça pose un questionnement sur tiens, c'est vrai que ce branding là il est mauvais, il est raté, ou des fois comme d'autres, bah oui il est juste et il est bon. Le fait d'avoir, j'ai envie de dire, son œil plus technique, par exemple il va dire bah là ce bouton il est en forme de rond mais en fait ça marche pas parce que ça, celui-là ce call to action carré il est à cet endroit là mais en fait par rapport à tout ça c'est pas très intuitif, donc il n'y a pas de terme savant. C'est vrai que c'est agréable d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît ça, puis en plus sur pas mal d'éléments, notamment je crois que c'était que j'ai en tête l'application pour les JO de Paris 2024. Ouais. Bah, en fait lui il avait sur Figma qui est un des logiciels qu'il utilise, il comme copie-colle ce qu'il voit et il le reproduit en essayant d'ajouter ses modifications. Donc comme ça il te permet de te montrer directement en live que ce qu'il dit c'est pas juste des mots en l'air, puis que voilà comment lui il avait les choses en tête par rapport à ce truc-là. Sachant qu'après, dans la vie, c'est toujours plus compliqué, parce qu'il y a des contraintes, Bien sûr. il y a des préférences suivant les gens, mais c'est quelque chose, lui, personnellement, je suis pas plus suiveur que ça. Mais sur le principe, je trouve ça assez intéressant de voir, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de promotions, de publicité pour plein de marques, même des fois que ce soit des clubs de sport, et c'est sympa d'avoir ce côté plus graphique. C'est cool, non franchement ça donne envie. C'est quoi comment le gars il s'appelle Basti, parce que je pense qu'il s'appelle Bastien, et UI, Basti UI. Ok. Je sais pas toi, si tu regardes un peu les vidéos créateurs de cuisine, moi je sais que j'adore regarder les vidéos de bouffe, et notamment il y a un créateur et une créatrice de contenu que je regarde, donc ça s'appelle Loulou Kitchen. Elle fait de super recettes, mais genre trop bonnes. Et en plus, franchement, c'est des recettes qui sont faciles à faire, qui sont assez simples d'accès et hyper originales. Donc, je recommande. Il y en a un qui s'appelle Chef Théo Lignani. Il est d'origine italienne et pareil, il fait de super recettes à chaque fois. Je salive devant ses vidéos. Il a sorti un livre aussi. On peut retrouver toutes ses recettes et franchement, ça donne trop envie. Et la troisième, c'est Not So Superflu qui fait aussi des recettes très axées famille, tu sais, en semaine, quand t'as pas trop le temps, etc. Ces recettes sont très basiques et elle aussi a fait un livre. Alors, je dirais que les vidéos, par exemple, de Théo, c'est pas forcément des trucs que je vais tout le temps reproduire, mais qui me donnent vraiment envie, qui sont des vidéos très alléchantes, etc. Je dirais que par exemple, le Not So Superflu, c'est des recettes assez basiques que je vais pas forcément reproduire, mais tu sais, qui sont plus des tips, par exemple, du quotidien qu'elle peut te donner. Loulou Kitchen, c'est vraiment des recettes que tu peux refaire sans problème, qui sont super originales, qui donnent envie, qui sont vraiment bonnes, qui sont simples et que tu peux refaire chez toi vraiment sans problème. Donc je recommande ces 3 créatrices de contenu de bouffe, cuisine, voilà. Donc je sais pas toi si t'as l'habitude de regarder un peu les créateurs de contenu de bouffe ou pas du tout. Ouais, mais c'est plus en mode tuto, on va dire. Mais pas forcément, tu sais, un tuto où la personne va prendre le temps d'expliquer chaque étape. Ça peut être plus esthétique, puis t'as la recette en description, on va dire. Mais sinon, il y en avait un que j'avais en tête, mais pas vraiment lui qui cuisine. Il s'appelle Gurki, c'est un Québécois. Bah, il est plus que connu, là. Il est vraiment super connu, même en Europe aussi. Il va avoir des thèmes, par exemple, je vais à Paris, je teste tous les fast-food français dont on m'a parlé. Il va aller tester la poutine du McDonald's, d'autres choses comme ça. Ou alors il va aller tester des restos atypiques à Montréal. Par exemple, il y a un resto dans un complexe de, tu sais, surf indoor. Donc en gros, t'as les mecs qui sont là en train de tomber, en train d'essayer de faire du surf. Puis toi, t'es là à côté en train de manger en les regardant. Donc c'est plus ces choses-là. Sinon, on peut faire des vidéos comme je mange comme Dwayne Johnson toute la journée. Puis il est là, il mange, mais tu sais, il est presque à... Mais c'est pas hardcore dans le sens, tu vois, il va pas être là à se faire vomir parce que il va en donner à son équipe, son cadreur, son autre gars qui est avec lui, tu vois, donc tu les vois, c'est un peu sympa par rapport à ça. Mais une vidéo que j'avais kiffé parce que j'aime beaucoup les glaces aussi, il disait je teste toutes les saveurs de Ben & Jerry's. Donc t'es là. Puis au moins tu vois, il te montre la texture, il te montre un peu tout ça. Évidemment qu'il finit pas les pots et parce qu'il les partage avec les autres gars de son équipe. Pour des petites choses comme ça, c'est entre divertissement et reco cuisine. Non, c'est pas exactement dans le même style. Mais j'irai voir
Lolo Kitchen. Je te recommande. Et tu vois, ceux que je t'ai cités, pour le coup, c'est vraiment des gens que je suis vraiment tout le temps. Tu sais, c'est pas juste je les ai dans mes abonnés et voilà. C'est vraiment tous, je les suis vraiment tout le temps. Et sinon, non, j'en suis pas tant que ça d'autres. Enfin, je comprends. J'aime bien justement des fois piocher à droite à gauche, tu vois, dans l'un, dans l'autre. Celui dont je vais parler, je le considère comme créateur de contenu parce qu'en fait, c'est plusieurs mecs, mais ils sont genre 6, 8, 9. Je sais pas exactement, mais c'est pas leur taf. Ils ont des tafs à côté, donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup parce que des fois, tu vas avoir plus l'un, plus l'autre, plus lui, etc. Donc ça s'appelle Point de Penalty. Comme tu peux le deviner, c'est un média qui s'occupe du foot. Donc ils mettent en avant, eux, c'est surtout les maillots. Ils ont fait leur valeur ajoutée tout simplement par rapport au fait que les maillots sont de plus en plus chers. Entre 100 et 160 euros pour un maillot, c'est quand même genre énorme. Donc eux, ils sont partis du principe que les gens galèrent à en acheter, puis c'est pas pour autant que tu dois arrêter d'en acheter. Donc en fait, ils sont partis comme tout le monde, juste à dénicher des offres de rats pour trouver tel maillot avec telle grosse réduc, etc. Et au fur et à mesure, les personnes, on va dire, se sont fait accrocher par ce côté-là où eux, ils partagent des promos, mais sans que ce soit affilié. Enfin, il y a des petites affiliations pour eux, mais je veux dire, c'est pas sponsor ou quoi. Ils ont continué le travail pour te rester accroché, mais dans le bon sens, où des fois, ils font des classements. Tiens, nous, on a préféré tous ces maillots-là pour telle équipe cette année. Voici cette collection. Des fois, ils ont même participé à des shootings ou à des designs avec certains clubs, ou juste ils partagent surtout l'été, comme c'est la période avant le début de la saison, tous les maillots qui sortent, tel club a sorti son maillot, nous on n'aime pas, nous on aime bien. Il y a ce côté-là où c'est le maillot, mais en le rendant un peu plus sexy, en parlant des tendances. Bon, après, ils s'ouvrent un peu en parlant des ballons, comme là le ballon qui est sorti pour la Coupe du Monde 2026, ou même des crampons, même si moi ça m'intéresse moins. C'est vraiment en bonne humeur, ils travaillent bien sur le côté graphique aussi, belles vidéos, ils font des jolis vlogs, des petites choses comme ça, mais c'est surtout post-Insta, j'ai envie de dire. Et après, de temps en temps, ils font des vlogs ou du YouTube. À la base, ça part de bons plans maillot pour après aller un peu plus autour de cette culture-là. C'est cool. J'avais une question un peu rien à voir, mais je voulais avoir ton avis sur qu'est-ce que tu penses des créateurs de contenu qui ont commencé avec YouTube, qui faisaient des vidéos face cam et qui maintenant ont des vraies grosses productions pour leurs vidéos et qui représentent des sommes astronomiques. C'est intéressant parce que YouTube c'est la nouvelle télé maintenant et on peut plus dire que c'est que pour les jeunes parce que sinon ça ferait clairement pas autant d'audience, puis ce serait vraiment bête de dire c'est que les 20 ans et moins qui regardent YouTube, ce qui est faux. Je trouve d'un côté c'est vraiment au global, au cas par cas à le trier, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont dire on en a marre des contenus trop produits, mais c'est parce que tu regardes que ça. YouTube, et là on parle imaginons que du YouTube francophone, mais ça reste quand même énorme. Il y a toujours des petits créateurs sur plein de thématiques. Tu parlais tout à l'heure de la cuisine. La cuisine, je trouve, c'est un bon exemple. Parce que tu as des mecs et des filles qui sont big, comme tu en as d'autres qui sont moins, mais qui font des choses innovantes ou différentes. Bien sûr. Si tu veux regarder des trucs qui sont vraiment gros, tu perds un peu plus d'authenticité. YouTube au global, ça triche pas. Après, tu peux un peu déplorer. C'est sûr que je trouve que c'est un peu trop exagéré d'avoir des contenus trop produits, etc. C'est sûr qu'après, on perd un peu le sens de plein de choses. À partir du moment où tu es libre de regarder des choses, tu vois, Squeezie, au début, j'aimais pas. Au tout début, parce que je croyais qu'il faisait que de crier, que de bouger, je me reconnaissais pas. Après, à un moment, il y a une époque, il faisait des jeux indépendants. Du coup, j'aimais bien parce que ça faisait découvrir des jeux que j'allais pas acheter. Et c'était assez divertissant. Après, il y a une époque, j'ai moins aimé parce que je trouvais ça trop vide. Et après, ces dernières années, c'est sûr que j'ai pas mal apprécié aussi. Mais là, depuis quelques temps, je suis moins dedans aussi. Ma curiosité, c'est plus savoir est-ce que ça va continuer à grossir et vraiment s'établir. Dans le sens, c'est des piliers, puis comme des entreprises ou des chaînes télé, ou alors est-ce que juste au bout d'un moment, il y aura moins d'audience ou moins de marques qui vont faire confiance, puis moins de budget, puis après ça va retomber. Moi je trouve ça intéressant parce que comme tu dis, il y a des créateurs comme Squeezie qui ont commencé avec un certain concept, avec pas beaucoup de moyens et qui maintenant se retrouvent comme d'autres créateurs de contenu, surtout sur YouTube, à faire des grosses productions avec derrière toute une post-prod hyper importante derrière. Mais je pense notamment aussi à Lena Situation, tu vois, qui a commencé à faire des petits vlogs et puis ensuite elle a lancé l'année dernière un podcast, tu vois, avec des invités de renom, avec une grosse prod derrière. Tu vois aussi cette évolution et je trouve ça intéressant de voir à quel point tu peux évoluer ou pas d'ailleurs. Moi
l'aspect que je déplore le plus. En tout cas, ces deux-là qui sont potes dans la vraie vie, donc l'argument peut aller vers les deux, même si après on peut parler d'autres personnes. Mais il manque une certaine assurance et c'est pas assez assumé. Dans le sens, ils assument le fait de faire des grosses prods, mais moins de ne plus être authentique comme avant. Donc après, je dis pas que les deux sont incompatibles en tant que personne. Je parle dans le contenu que tu proposes. Et c'est là où je trouve que des fois, je trouve ça moins... C'est trop préparé? Non, pas trop préparé, mais c'est là où je décroche et je trouve ça plus honnête. C'est parce que tu peux être conscient de ce que tu fais. Tu vois, tu fais tes grosses prods, etc. Il y a pas de problème. Ton audience a changé. Mais quand t'es plus vraiment conscient de ça, puis tu crois encore que t'es un pas petit créateur, mais dans le sens que tes discussions sont authentiques ou quoi, alors que c'est faux. C'est dur de rester accroché à ça. Si d'un côté, on me dit, oh, je te sors un truc à 3 millions de budget. Puis après, tu vas faire, aujourd'hui j'ai loué un chalet, puis on fait juste des jeux de société. Je trouve que ça fonctionne pas. C'est correct si tu passes un step, mais si tu essayes de revenir en arrière pour faire le petit créateur, revenir dans des discussions plus chill, faut vraiment que ce soit assumé dans ce sens-là. À ce moment-là, tu fais pas avec une grosse équipe, t'achètes pas un décor de fou non plus par rapport à ça. Alors, je comprends ton point de vue. Mais pour autant, je suis pas sûre que l'authenticité soit différente ou qu'il y ait justement moins d'authenticité. Je pense qu'ils sont toujours aussi authentiques, mais c'est juste qu'en fait, ils ont aussi grossi, tant mieux pour eux et un peu malgré eux, parce que le contenu qu'ils ont fait dès le départ a commencé à intéresser beaucoup de monde. Ils ont fait aussi en sorte que, matériellement parlant, ce soit plus intéressant pour leur contenu. Je comprends ce que tu veux dire, je vois ton point de vue. Moi, je pense que c'est plus aussi une question de la place qu'ils prennent dans la sphère médiatique. Forcément, c'est des gens qui maintenant sont connus à grande échelle, voire à l'international pour certains. Et je pense que c'est dans ce sens-là où on se dit forcément ils ont une plus grosse production, ils sont plus connus, donc forcément c'est moins authentique. Et je trouve qu'on assimile trop ce genre de choses au fait que ça ne soit pas authentique. Alors que pour autant ça ne veut pas dire que c'est pas authentique, c'est qu'ils ont pris beaucoup plus d'assurance, ils ont pris plus d'expérience. Et je pense que tout ça fait que on a l'impression que c'est moins authentique alors que ça n'est pas forcément. Ils savent ce qu'ils font davantage. Ils ont pris une place dans ce qu'ils ont créé, ils ont assumé certains choix et justement je trouve que c'est peut-être plus authentique. Mais je comprends ton point de vue et je pense vois ce que tu c'est veux dans dire. le spectre qu'il y en a qui arrivent à rester plus authentiques. Je pensais plus par rapport au contenu qu'à la personne dans le sens, je pense que dans la préparation, dans comment ils le voient, ça vient d'eux-mêmes. Donc tu peux pas faire plus authentique que ça. Mais c'est plus que comme après, ça passe par beaucoup de fils parce que il y a une maison de prod, il y a de la thune en jeu, il y a plus de pression, il y a plus d'audience. Est-ce que c'est ça, si tu fais moins d'audience, est-ce que si, est-ce que ça? Donc ça fait que ça aseptise forcément un peu le contenu. En fonction de chacun ou chacune, la marge est plus ou moins large, on va dire. Il y avait pas ça, donc au moins ça rajoute le côté grosse prod, ça rajoute encore plus de choses par rapport à ça sur internet. Tant que tous les spectres de créateurs existent, je trouve que c'est le plus important. Tu peux trouver des plus petits, intermédiaires, plus gros. J'en ai pour tous les goûts finalement. J'en ai un dernier sur la musique. Un gars qui s'appelle Florian Le Cerf, donc consultant on va dire dans le domaine de la musique avec son agence qu'il a créée qui s'appelle 135 Médias. Il est beaucoup consultant pour des artistes quand ils veulent faire des stratégies marketing, des stratégies pour vendre tel album, etc. Donc il accompagne les maisons de disques mais il n'est pas directement avec elles non plus ou l'équipe de l'artiste. Il a créé un podcast avec son équipe qui s'appelle Rap Boss. Et en fait là où je trouve intéressant c'est que c'est pas juste lui qui parle. Il en a fait des fois des capsules pour dire voilà tel contrat dans la musique, si tu es un artiste, voici ce que je te recommande dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, les droits d'auteur, si ça. Mais là c'est pas la question. C'est que justement il parle avec des professionnels de la musique, mais qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant. Il va pas parler directement avec Angèle ou Stromae, mais il va parler avec un producteur, avec un manager, avec une fille qui est à la tête d'un label, avec ce gars-là qui est beatmaker. Il y a ce truc-là où il essaye de trouver une pluralité des personnes, des origines, des sexes aussi, pour montrer que la musique, c'est pas que les artistes. Ce que je trouve hyper intéressant, même si moi j'aime beaucoup le secteur de la musique et les coulisses, c'est hyper accessible. Si tu connais rien, c'est quand même très accessible. Par exemple, il y a une fille qui s'appelle Anissa Jalab qui a commencé en étant la première manageuse de Damso, puis après d'autres artistes comme El Grande Toto, etc. L'épisode est super fluide, ça dure entre 1 heure et demie. Par exemple, tu peux dire tiens, j'aime Damso, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur des choses de sa vie mais qui sont pas liées à la musique. Puis elle, comme elle est plus manageuse de Damso, il y a eu des bons, des mauvais côtés.
Elle est pas là pour tirer sur lui non plus, mais c'est pas pour autant qu'elle va mentir non plus, puisqu'elle dit que elle est toujours amie avec lui, etc. Mais donc tu peux être intéressé par tel sujet parce que lui c'est le manager d'un groupe que t'aimes bien, ou ce genre de choses. Puis après la personne va aussi te raconter son vécu, puis en fait tu te rends compte que y a pas vraiment de formation pour être à ce poste-là dans la musique, mais que chacun a son expérience personnelle, ses galères et autres aussi. C'est intéressant. Donc finalement, les créateurs et créatrices de contenu nous font découvrir plein de choses et donnent envie de vivre des expériences fortes. Est-ce que l'un d'entre eux ou elle t'a déjà incité à acheter quelque chose directement, que ce soit du merch, un voyage, un concert? Non. Non, ils ne te vendent pas du rêve. Non, c'est pas ça, mais en fait, en créateur et créatrice de contenu, comme je t'ai dit, moi je suis plus tout ce qui est food, urbex. Ça t'a pas donné envie d'en Si, ça m'a donné envie d'en faire, mais ça reste quand même illégal et ça reste potentiellement dangereux. Donc je m'aventure pas dans ce terrain glissant. Je viens un peu à travers ce que eux peuvent proposer comme contenu. Et après, non, je suis plus Anaïs et Ego Decrypt qui sont dans l'actualité, dans le juridique, donc... Rien à te vendre. Hein. Voilà. Parfait. Donc like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et tu peux très maintenant nous faire un beau geste en mettant 5 étoiles sur la version en podcast. Et partage-nous en commentaire un créateur ou créatrice de contenu qui te fait kiffer et qui n'est pas présent dans la liste qu'on t'a citée pour qu'on puisse en connaître de nouveau. Un grand merci pour le temps passé avec Marina et la confiance qu'elle m'a accordée pour cette 10e émission. On a hâte de lire tous tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour peut-être une 11e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao.